changing the world, step by step. Every moment we hear instinct, no rest from the small towns to the bright lights, making payments feel so right. Eh bien, donc, bonjour à tous, bonjour Thierry. Bonjour Hervé. Thierry, à nous deux, 70 ans d'expérience, ça s'explique. Donc pour moi, 35 ans dans le domaine des paiements de détail, dans la banque d'abord, chez des commerçants ensuite pour des schemes, donc tout ce qui nous permet de payer au quotidien. Et pour moi, 35 ans d'expérience dans les échanges entre les banques et leurs clients, SWIFT, les paiements internationaux, la gestion de trésorerie et un petit peu de facture électronique. Et donc aujourd'hui, Auckland Exit, c'est 80 consultants spécialistes des paiements. La trésorerie d'abord. Alors la trésorerie, donc on l'a dit, on s'occupe de trésorerie au sens large, hein, on s'occupe aussi bien de questions de change, de taux, etc. À partir du moment où ça a un impact sur les systèmes d'information. Le cœur de l'activité du site, on peut le dire, c'est les systèmes d'information du trésorier, et ça va bien sûr des paiements à la facture électronique en passant par tout le reste. Et du côté d'Auckland, c'est donc le paiement du quotidien de bout en bout, de la banque aux commerçants, en passant par les schemes, CB, Visa, Mastercard, les fintech, les industriels, et sur tous les aspects du paiement de détail, savoir les parcours clients, des parcours fluides, homogènes, innovants, une grosse partie sur les usines de paiement, les usines des banques, les usines des commerçants, une dimension réglementaire et conformité qu'on va développer en particulier aujourd'hui, la cybersécurité associée au paiement, les CIDSS pour la carte, Swift CSP pour la trésorerie, une grosse activité de veille sectorielle qui nous permet d'alimenter le webinaire d'aujourd'hui et les 4 webinaires qu'on envisage de faire par an. Et puis tout en haut du toboggan, la Auckland Academy, dont on reparlera un peu plus en détail. Donc tout ça pour dire notre tagline Auckland Utsit, Matching the World, des banques aux commerçants, il faut que tout ça fonctionne. Alors, un tout petit mot sur le webinaire. Donc, il est enregistré. Il y a un outil qui permet de poser des questions et réponses. Et je pense que dans le Teams, vous avez vu qu'il y a un onglet qui s'appelle Conversation. Eh bien, il ne faut pas l'utiliser. Il faut utiliser celui qui s'appelle Q&R, c'est-à-dire questions et réponses, dans lequel vous pourrez poser toutes vos questions. Et nous avons Chloé qui se fera un plaisir de les prendre et de nous les passer pour que nous puissions y répondre. Voilà. Chloé, on te voit? Peut-être juste pour tout le monde t'identifie. On va entendre ma voix, mais pas forcément me voir. Mais effectivement, je prendrai le relais sur les questions et je vous passerai également quelques liens au fur et à mesure du webinaire pour que vous puissiez aussi en apprendre plus et avoir les sources données par Thierry et Hervé. Merci Chloé. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le paiement instantané, Hervé? Alors, peut-être une définition rapide. Hein. Donc, quand on dit paiement instantané, et j'invite tous ceux qui veulent avoir le détail de savoir quelle est la différence entre fast instant à se reporter à la Fed d'Atlanta qui a expliqué tout ça de manière un petit peu détaillée. Mais revenons sur le paiement instantané pour que ce soit très clair. Il s'agit d'un paiement, d'abord, sa première caractéristique, c'est d'être account to account, c'est-à-dire qu'on parle d'un virement d'un compte bancaire à un compte bancaire. C'est notre première restriction. Deuxième restriction, on l'entend par une utilisation 24/7/365, c'est-à-dire normalement un service qui est disponible à peu près en temps réel pour tout le monde. Et puis, une autre caractéristique importante, et c'est la finalité, c'est-à-dire que les fonds sont disponibles immédiatement. Donc, quand vous faites votre virement, le bénéficiaire peut utiliser immédiatement les fonds. Voilà, donc ça, ce sont les grandes caractéristiques. Il se trouve que finalement, les systèmes de paiement instantané sont par définition plutôt domestiques. Et quand on dit domestique pour l'Europe, on entend la zone euro. Et donc, dans une seule devise. Voilà un petit peu pour le fond du sujet. Alors, j'ai une petite question pour Thierry, là, mais rapide. Hein. Est-ce qu'on peut dire que Faster Payment en Angleterre est un système instant ou un système fast? Alors déjà, Faster Payment est un précurseur. Il est en place depuis 2008. À l'époque, en Grande-Bretagne, on avait des virements qui étaient entre 3 et 5 jours. Donc, c'était beaucoup plus long que ce qu'on avait déjà en Europe continentale. Et donc, ils ont mis en place un système qui fonctionne 24/7/365 avec une grande majorité des paiements qui sont exécutés en quelques secondes. Néanmoins, il y a quand même certains paiements qui sont exécutés en 2 heures. Donc, on est sur du faster
pas tout à fait instant, mais on a bien les caractéristiques essentielles, à savoir la disponibilité quasi immédiate des fonds, un compte et une réutilisation des fonds quand ils sont disponibles. Et alors, quand on parle de système de paiement ou de service même de paiement, en fait, on s'aperçoit qu'on a généralement trois acteurs qui s'emboîtent les uns derrière les autres. On a un cadre législatif, réglementaire, qui permet donc d'opérer des systèmes. On a un SHEM qui permet, certains disent SCIM, et je laisserai Thierry utiliser SCIM. Moi, j'aime bien utiliser SHEM. Donc, qui permet de définir, en fait, pour les acteurs, des questions très pratiques, des questions presque d'informatique. Et puis, on a des systèmes qui mettent en œuvre ces schèmes dans ce cadre réglementaire, tel qu'on peut les connaître partout dans le monde. Alors, tout de suite, on peut basculer, Thierry, sur le SCT IN, c'est-à-dire la version européenne de ce Instant Payment. Alors, effectivement, en Europe, le législateur s'est saisi assez récemment du sujet, donc le Parlement européen. Il y avait au préalable un scheme qui avait été créé par l'EPC, l'European Payment Council. Donc ça date des dernières spécifications. Les spécifications étaient de 2017 pour une ouverture en 2018. Et ce qui a permis la mise en place de plusieurs systèmes qui répondent à ce scheme de l'EPC. On va citer ce qui a été mis en place, le système mis en place par la Banque Centrale Européenne, donc TIPS, Target Instant Payment. EBA RT1, donc EBA Clearing qui a mis en place RT1, et puis si on regarde la France, Statcore avec sa mise en œuvre du virement instantané. Donc on est bien, là on parle de quelque chose qui est européen, en euros, avec des usages, les premiers usages qui se développent, qui sont des usages P2P, des usages de paiement de facture, une possibilité d'utiliser ça aussi en commerce électronique, et il y a même des travaux qui se font pour de l'usage en point de vente. Aujourd'hui, on est sur quelque chose qui est complémentaire, pas nécessairement encore concurrent de la carte bancaire, mais on va développer ça un petit peu plus tard. Oui, juste une petite question, peut-être une petite précision. On a beaucoup d'utilisateurs de Lydia ou de choses. Est-ce que Lydia est un instant payment? Alors, Lydia permet effectivement de faire du transfert instantané, et c'est un transfert instantané qui reste dans un système fermé, c'est-à-dire qu'il faut avoir son argent qu'on a mis chez Lydia qui est disponible et qu'on peut renvoyer à quelqu'un qui est chez Lydia. Donc, à ce titre-là, ça ne rejoint pas les caractéristiques annoncées par Hervé, à savoir un paiement de compte à compte, un paiement ouvert. Voilà, donc on est dans une communauté fermée, alors que si on regarde Paylib, on était bien dans un système de virement de compte à compte ouvert. Alors, donc, on a donné des dates 2008, 2018. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau, le paiement instantané dont on parle aujourd'hui depuis le 9 janvier? Alors, à proprement parler, on ne peut pas dire que ça soit vraiment nouveau. C'est-à-dire que je pense que tous ceux qui connaissent un peu le système des paiements se souviennent que Zenlin, le système japonais né en 1973, avait déjà une grande partie des caractéristiques dont nous venons de parler. Puis bon, là, il y en a au Mexique qui s'en est depuis une vingtaine d'années. Je vous invite à aller regarder une source intéressante parce qu'elle est très didactique, elle est en plus très bien faite, qui est sur le site de Volt, que notre amie Chloé va vous mettre dans la conversation, dont je vous ai mis quelques extraits dans la partie droite de la diapo. Donc aujourd'hui, la BRI recense plus de 70 pays, Volt en recense plus de 80. Donc voilà, on en a, ça fait une centaine de systèmes à peu près. Je vous ai mis quelques exemples parce que je les trouve intéressants. Donc aux États-Unis, on a toujours deux systèmes, vous savez, donc celui de la Fed, on a ça pour les paiements de gros montants, on a le système de la Fed, on en a un qui s'appelle FedNow pour les paiements instantanés, et puis on a toujours le système de The Clearing House, et donc il s'appelle CHIPS pour les paiements internationaux de gros montants, et donc qui s'appelle RTP pour les paiements instantanés. Donc ça, c'est la situation aux États-Unis. À Singapour, pays que nous connaissons, puisque UTSIT, il y a depuis assez longtemps une personne, et puis que Auckland va démarrer son installation à Singapour, donc là, on va être plus présent à Singapour. Donc deux systèmes aussi, un qui s'appelle FAST, un qui est PayNow. Ce qui est assez intéressant dans le système PayNow, c'est l'utilisation de l'équivalent du SIREN, qui s'appelle l'UEN, de manière à ne pas avoir à transférer les comptes bancaires, etc. En fait, on s'inscrit sur le système
grâce à son UEN, et le lien est fait entre l'UEN et le compte bancaire. Et on voit bien que ça, c'est une caractéristique qu'on va retrouver avec les numéros de téléphone, avec finalement, caractéristique assez classique des systèmes de paiement instantané. J'ai mis l'Australie parce que la New Payment Platform en Australie, qui d'abord est opérée par Swift, a ceci d'intéressant qu'elle a été dessinée pour pouvoir remplacer tous les types de virements. Le gros montant, le ACH, enfin donc le virement batch classique, et puis développer un système instantané. Et enfin l'Espagne, parce qu'on aime bien le nom du système local qui s'appelle Bizum, et qu'on aime bien les Bizum. Voilà, donc ça c'est pour la partie, disons, existant depuis longtemps des systèmes de paiement. Donc là, on a vu au niveau international des systèmes domestiques. On sait bien qu'un des enjeux, c'est de traverser les frontières. On fait comment? Alors pour traverser les frontières, donc c'est la partie gauche de cette diapositive. Je pense qu'il y a quelques exemples qui sont très intéressants à regarder. Le premier, c'est les tests et les essais qu'a pu faire Swift. Donc, à l'occasion du développement de GPI chez Swift, l'idée a été de dire, mais puisque l'on est capable de faire des paiements internationaux très rapides, suivis, peut-on essayer de connecter des systèmes de paiement de pays différents? Et donc, les premiers essais ont été faits en 2019, et notamment depuis Singapour et le système FAST. Et donc, on a fait des échanges qui prennent moins de 20 secondes entre FAST et puis des banques en Australie ou au Luxembourg, et tout ça avec du correspondent banking. Ensuite, deuxième piste qui est très intéressante, qui est développée par le hub d'innovation de la Banque des règlements internationaux, donc BIS Innovation Hub, c'est la partie haute de la partie gauche de la diapo. Et là, l'idée, c'est de développer ce système Nexus qui permet d'interconnecter grâce à des acteurs qui sont des prestataires de change instantané, et donc de développer l'interconnexion de systèmes. Donc, vous êtes sur Wero et vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un qui est sur le système PayNow, par exemple, à Singapour. Vous pourrez potentiellement le faire assez rapidement grâce à des systèmes comme Nexus. Troisième idée, donc, et qui est importante parce que là, il s'agit d'un SHEM, c'est le SHEM One Leg Out, développé par le PC. Donc, l'idée de ce SHEM, c'est de dire on doit permettre de manière harmonisée, standardisée, d'avoir soit des paiements qui sont initiés en paiement instantané et qui sortent de l'espace SEPA, soit des paiements qui arrivent de l'étranger et qui sont débouclés en paiement instantané européen, SCTI. Donc ça, c'est un schéma qui a été testé, et notamment qui a été testé par les Espagnols, et on revient à Bizum, qui a été testé par les Espagnols avec des banques en Amérique latine, où là, on avait un exemple assez classique et assez natif grâce à l'interconnexion donc, et en utilisant l'interaction de deux systèmes et en utilisant donc, le SHEM One Leg Out. Peut-être un point à noter, on a parlé de TIPS tout à l'heure. TIPS, ce qui est assez intéressant, c'est que l'on a l'utilisation de l'ensemble de ces choses, puisque TIPS fait partie des projets de test du hub d'innovation de la BRI, donc de Nexus, et puis développe des choses autour du SHEM One Leg Out. Voilà, si j'étais un peu long sur cette partie, mais c'est toujours intéressant évidemment de jeter un œil en dehors de notre hexagone, mais pourtant on va revenir, Thierry, à ce qui se passe en France, et voyons si le rêve de la Commission qui est de faire de l'instant payment le new normal est en train de se réaliser. Alors justement, la Commission a fait le constat courant 2023 que le déploiement depuis l'ouverture en 2018 était poussif. Le constat 2023, c'est qu'on arrivait à une moyenne de 17% des virements en Europe qui étaient des virements instantanés, donc là on parle de volume, avec de grosses disparités en Europe. Typiquement la France plutôt à la traîne, à moins de 7% à cette époque-là. Quand on regarde le UK, alors le UK, encore une fois, c'est Faster Payment, c'est pas du SCTX, mais ça donne une idée du potentiel. On avait le UK à la même date qui était avec des volumes 10 fois plus importants, 60% en virement instantané. En montant aussi, on est quasiment sur un facteur 10. Donc, ça montre qu'il y a vraiment un potentiel de croissance. Alors, le constat qu'a fait la Commission européenne, c'est que jusqu'alors,
l'utilisation du scheme SCTI, c'était quelque chose de facultatif. Donc les banques pouvaient y aller, mais elles n'avaient aucune obligation. Et la Commission européenne a identifié quatre freins principaux qu'elle a souhaité couvrir, résoudre par la mise en place d'un règlement qui a été pris au mois de mars 2024, donc il y a bientôt un an, et dont la première entrée en application était tout récemment, il y a 10 jours, le 9 janvier 2025. Donc si on regarde un peu la mise en œuvre, je veux bien que tu avances le slide, mais voilà, c'est le calendrier de mise en œuvre. Donc, premier sujet que la Commission voulait résoudre, c'est le terme barbare de reachability, c'est-à-dire faire que tous les établissements soient en situation de recevoir et d'émettre des virements instantanés. C'est le premier jalon qui a eu lieu là le 9 janvier, c'est tous les établissements bancaires de la zone euro sont maintenant dans l'obligation de savoir recevoir des virements instantanés. Ils seront le 9 octobre dans l'obligation d'émettre des virements instantanés. Et puis cette obligation va se propager sur d'autres catégories d'acteurs, donc les établissements bancaires qui sont hors zone euro, janvier 2027 puis juillet 2027, et puis les établissements de paiement, établissements de monnaie électronique, donc avril 2027 en émission-réception s'ils sont dans la zone euro, et puis séparation, réception, émission. Bon, enfin, on ne rentre pas dans le détail, mais le point clé à retenir, c'est qu'il y a vraiment eu un changement le 9 janvier. La prochaine étape importante, c'est le 9 octobre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 9 janvier au-delà de la reachability, donc l'obligation de réception par les établissements bancaires? C'est le fait, on peut rester sur le slide s'il te plaît, ouais. C'est le fait que les frais, il y a une interdiction de facturer l'émission ou la réception de virements instantanés plus cher que le virement classique. Donc ça, c'est vraiment l'élément clé. On y reviendra dans le micro-trottoir qui est passé rapidement. Le deuxième point, c'est la possibilité qui doit être offerte aux clients de fixer un montant unitaire. Donc ça, c'est une question de confiance, de fixer un montant unitaire maximum et quotidien aussi des transactions qu'ils acceptent de faire en virement instantané. Donc ça, c'est vraiment dans la logique de confiance que la Commission européenne veut donner dans cet instrument de paiement. Et tout ça doit pouvoir être fait en self-care, c'est-à-dire qu'au travers de son interface de banque en ligne, le client doit pouvoir modifier à la hausse, à la baisse, dans des conditions qui auront été convenues avec son établissement bancaire, bien évidemment, mais il doit modifier ses plafonds. Et ça rentre en application plutôt au mois d'octobre, donc ça va être le deuxième point clé. Et au-delà de ces points, on a quelques sujets. Hervé, tu peux peut-être nous clarifier un peu là-dessus, quelques sujets autour de la sécurité financière aussi, qui sont un peu clés dans la mise en œuvre du SCTI. Oui, alors on le voit sur la diapositive d'ailleurs, la Verification of Payee qui démarre le 9 octobre 2025, c'est-à-dire demain, qui est un sujet qui est relativement simple pour les particuliers. Donc la Verification of Payee, c'est tout simplement le contrôle de cohérence entre le titulaire du compte et le bénéficiaire que vous avez indiqué. Donc, vous êtes donneur d'ordre, vous indiquez le nom d'un bénéficiaire, la banque du bénéficiaire va aller vérifier que le nom que vous avez mis correspond bien au titulaire du compte qu'elle a dans ses bases. Donc ça, on connaît tous le virement à Plombier, mais Plombier, ça n'est pas son nom. On connaît tous le virement à Tati, mais Tati, ça n'est pas son nom. Et donc il va falloir évidemment qu'on fasse tous attention à tout ça, de manière à ce que Tati soit bien indiqué comme Madame Anne-Marie, ma tante, et que le plombier soit bien identifié comme la SARL, la Passouze, qui est mon plombier à Saint-Georges d'Oléron. Voilà. Donc ça, c'est le point, comme on voit, pour les particuliers, on va savoir faire ça. Donc, on a quelques secondes de l'ordre de 5 pour faire ça avant de démarrer l'exécution. Et donc, ça ne rentre pas, évidemment, dans le délai d'exécution d'instant payment, mais ça fait partie d'un ensemble que l'on va réussir à faire quand on est en ligne assez facilement. Pour les entreprises
qui émettent des fichiers, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. Mm. Et pour qu'on arrive à la fois à trouver une solution pour profiter de ce dernier filet de sécurité qui consiste à dire au dernier moment, je lutte contre une éventuelle fraude interne et donc je bénéficie du service, sans pour autant que ce soit une usine à gaz et que je me retrouve avec des millions de virements à devoir vérifier et pour la banque et à devoir accepter pour le client, eh bien, on a mis en place un groupe de travail qui est organisé autour du groupement des utilisateurs de SWIFT en France et du comité français d'organisation et de normalisation bancaire, plus connu sous le nom de CFONB. Et donc, on fait ça avec les deux, de manière à bien trouver la bonne solution technique, réglementaire, qui permette aux entreprises de bénéficier quand même de ce service, qui, on le répète, est peut-être considéré comme un peu trop tard, parce qu'il vaut mieux vérifier ses bases de données avant, c'est vrai, mais qui, en tant que dernier filet, a quand même son utilité. Le deuxième sujet autour de la sécurité financière, donc c'est tout ce qui tourne autour de la lutte contre le blanchiment, financement du terrorisme, respect des embargos, sanctions, etc. Et là, on a une vraie difficulté qui est de pouvoir faire ça en temps réel. Et donc, le règlement aborde le sujet par la bonne porte, en disant qu'en fait, on doit vérifier le stock de ces informations, de ces bénéficiaires, de ces clients, plus exactement, chaque établissement bancaire, et doit le faire de manière régulière. Mais en revanche, on ne va pas faire ça en cours de transaction, parce que sinon, on risquerait, dans un virement instantané, évidemment, de rendre la transaction quasi impossible à faire instantanément. Dans tous les cas de figure, on a des homonymes, des suspicions, etc. Voilà pour le point à peu près. La petite subtilité étant qu'effectivement, cette vérification sur le stock concerne uniquement les sanctions européennes. Il reste toujours les sanctions américaines qui, elles, ne suivent pas cette règle-là. Mais quand on parle d'un virement instantané SCTI, a priori. Bon, voilà. Et alors, du coup, on a parlé du 9 janvier, on a parlé des dates. Le 9 janvier, on a insisté. Qu'est-ce qui a changé? Alors, pour savoir ce qui a changé, on a fait un micro-trottoir. Alors, micro-trottoir non représentatif auprès des collaborateurs UTSIT et Auckland. On a fait ça à la fin de la semaine dernière. Et on leur a posé la question de quelle était la situation avant le 9 janvier. Et donc, avant le 9 janvier, on voit qu'on a... alors, on n'a pas tous les établissements bancaires, je suis désolé, on n'a pas la Banque Postale dans les réponses, mais on sait à peu près où était la Banque Postale. On voit donc trois grandes catégories de banques, celles qui clairement avaient fait le choix de la gratuité dès le début. C'est essentiellement, on va dire, des banques en ligne. La Banque Postale était clairement dans cette catégorie-là aussi depuis le début. On a au milieu un certain nombre d'établissements qui laissaient la possibilité, enfin qui offraient donc les deux solutions, soit de la gratuité, généralement dans le cadre d'un abonnement ou d'un package de services. Donc les virements instantanés étaient gratuits si on payait un package, et sinon les virements instantanés étaient facturés. Une facture en règle générale à 1 €, sauf la Société Générale qui était à 80 centimes. Bon, voilà, alors encore une fois, échantillon non représentatif, ça ne veut pas dire que forcément les banques populaires étaient que dans le schéma payant, le CIC a priori oui, LCL, SG aussi. Bon, l'idée, ce n'est pas faire du name dropping Non. et du name and shame, évidemment, mais c'est plutôt de montrer une situation qui était celle d'avant le 9 janvier. Elle est radicalement bouleversée. Aujourd'hui, tout le monde est gratuit. Et donc, peut-être le point important sur la communication. Alors, effectivement, sur l'aspect communication, ce qu'on a demandé dans notre micro-trottoir, c'est est-ce que vous avez reçu une communication de votre banque sur le sujet? La réponse, globalement, est non. On a mis sur la droite le seul exemple qui était relevé, qui est un exemple de la Société Générale qui a communiqué manifestement par push notification à ses clients en disant, voilà, clairement, c'est nouveau, le virement instantané est gratuit. Les autres, généralement, nous disent, effectivement, j'ai toujours la même interface qu'avant, sauf qu'on me dit maintenant que le virement instantané, si je le fais, il est gratuit. Bon, voilà, mais on ne m'a pas incité particulièrement à le faire. Et puis, ce qui est à noter, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a des banques qui ont fait le choix dans leur interface pour les virements que, par défaut, ça soit plutôt un virement instantané qui est opéré. Donc voilà, pas en tirer encore de conclusion, mais de là à ce que ça devienne le mieux normal, il y a peut-être encore un petit peu de marge. Oui, probablement effectivement le fait par défaut, un virement soit instantané s'il peut l'être. Voilà, c'est ce jour-là qu'on pourra dire, ça y est, la communauté bancaire
global a bien basculé dans le new normal, au moins pour les particuliers. Maintenant, peut-être qu'il est intéressant de positionner le virement par rapport à d'autres instruments de paiement et pour que par défaut on utilise les virements instantanés. Donc au-delà du new normal instantané versus pas instantané, il y a aussi le new normal virement versus autres moyens de paiement. Et là, peut-être que Thierry, toi, qui es un spécialiste reconnu mondialement de la carte, tu peux peut-être nous en dire un peu plus. Alors effectivement, c'est quand on se penche, quand on effectue ces premières opérations en virement instantané, qu'on se rend compte, entre guillemets, de la richesse de ce qu'on a l'habitude d'utiliser maintenant depuis 40 ans. On a fêté les 40 ans de CB cette année, qui est la carte de paiement. Et la carte, en fait, si on essaye de comparer le normal aujourd'hui du paiement, en tout cas en France, globalement, c'est la carte. Voilà, pour le paiement de détail, je simplifie forcément. Et la carte, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte beaucoup de services. Elle apporte des services qui sont une marque. Enfin, je ne sais pas si la marque est un service, mais en tout cas, la marque apporte de la confiance, elle apporte de la reconnaissance. Donc, il y a une marque. Le fait d'avoir une marque, c'est un point important, on y reviendra. La carte, elle permet aussi différentes facilités de paiement. Il y a du débit immédiat, il y a du débit fin de mois, il y a du débit, il y a voire du crédit associé à sa carte. Donc, c'est aussi des éléments qui sont importants. La carte aussi, elle présente un modèle économique, elle présente un modèle économique pour les banques. La banque du payeur est rémunérée par la banque du commerçant. Voilà, donc il y a un modèle économique. La carte, elle apporte une garantie de paiement qui est essentielle pour le commerçant, parce que la question qui se pose quand Hervé passe acheter son sandwich à la boulangerie, c'est de savoir s'il peut repartir avec tout de suite. Et effectivement, il y a une réponse d'autorisation qui dit oui, il n'y a pas de souci, vous allez être payé, vous pouvez libérer la marchandise. Donc ça c'est un point clé. Cette garantie de paiement est un point essentiel. Il peut y avoir des services à valeur ajoutée, des assurances associées aux cartes. Il y a une logique de transfert de responsabilité entre les acteurs qui permet de gérer les situations d'incidents, d'impayés, et qui permet aussi d'organiser de façon assez simple les remboursements quand il y a à faire des remboursements, quand quelqu'un vient apporter un produit. Donc vraiment, on voit que la carte, il y a beaucoup de choses autour de la carte. Donc si on regarde le virement instantané, donc, qui est la ligne du bas, bon, il est un peu loin de tout ça, le virement instantané sec, je dirais, il est un peu loin de tout ça. Alors il y a effectivement des choses qui se mettent en place depuis la DSP2 avec l'open banking et l'initiation de paiement qui permettent d'envisager un certain nombre de choses qui vont rester dans ce qu'on appelle dans le jargon barbare, dans un système 3 points. Donc un commerçant peut proposer au travers de l'initiation de paiement de payer par virement instantané, mais enfin on n'est pas tout à fait au niveau fort. Il y a demain des choses qui vont arriver avec l'open finance de façon un peu plus large aussi, mais on n'est pas au niveau équivalent de la carte. Pour arriver au niveau équivalent de la carte, ce qu'on voit poindre aujourd'hui, c'est on va appeler un scheme de paiement de compte à compte avec ce que met en place EPI, ce que met en place Quero, où là il y a vraiment cette logique de bout en bout avec cette logique de marque. Juste un point pour revenir sur le virement instantané tel qu'il est disponible aujourd'hui, par exemple au travers de l'initiation de paiement grâce à la DSP2. Et évidemment, le propos ici n'est pas de dire non, il ne faut pas y aller tant que vous n'avez pas l'équivalent de la carte. Non, évidemment, la question n'est pas celle-là. Mais la question est vraiment de se dire, ok, si moi je suis un commerçant et que je veux, dans certaines situations où la carte ne rend pas les services pour des problématiques de plafond, de porteurs qui risquent d'exploser leur plafond, voilà, bien évidemment, le virement instantané, l'initiation de paiement, viennent répondre à ces besoins-là. Ce qu'on dit juste, c'est que, et les expériences qu'on peut avoir de certains clients qu'on a accompagnés, c'est qu'il faut bien être vigilant, il faut bien définir ces cas d'usage, ces situations, former son personnel à ces situations, former ses back-office aussi sur les incidents à ces situations, et faire un accompagnement des clients, bien piloter ces indicateurs de performance, parce qu'on va s'apercevoir que d'une banque à l'autre, les réponses sur l'initiation de paiement ne vont pas être exactement les mêmes. Il faut savoir interpréter les codes réponses. Et puis, ce fameux moment où on est effectivement, en tant que commerçant, capable de se dire « Ok, je vais vraiment être payé, donc je peux libérer la marchandise », il est parfois un peu subtil à comprendre en fonction des établissements et en fonction des pays. Donc, voilà, juste un peu de vigilance là-dessus. Mais le virement instantané est utilisable, bien évidemment, dès aujourd'hui, dans des usages commerçants.
Je sens que tu as vraiment envie de parler de Wiro. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ce qu'il apporte par rapport à Bidoum, par exemple, puisque vous savez que nous aimons particulièrement Bidoum. Alors effectivement, Wiro donc, a vraiment été conçu dans une logique européenne dès le début, contrairement à Bizoom, alors Jiffy en Italie, Presley en Pologne, qui sont des systèmes qui permettent de faire du virement à compte ou à compte. Donc aujourd'hui, Wiro est lancé en France, en Belgique, en Allemagne. Le Luxembourg va suivre, les Pays-Bas aussi. Donc ça a été conçu dans une logique européenne. On part sur un instrument qui est digital, c'est-à-dire que c'est une application mobile, une application qui est liée au compte courant de l'utilisateur. Et c'est une application mobile qui, derrière, va permettre de faire le règlement sur la base du virement instantané, donc du SCT-INS, donc qui est un rail de règlement souverain au sens où il est européen. Hein, pour rappel, aujourd'hui, quand on fait des paiements par carte internationaux, ben, on passe par des règles de règlement qui sont internationaux, maîtrisés par Visa, Mastercard, avec JCB. Voilà. Donc il y avait cette volonté aussi d'avoir un règle de règlement souverain. Et, comme on le présentait juste avant, il y a un certain nombre de couches de services qui sont apportées. Wiro prévoit un déploiement progressif, donc il a été lancé là, sur la fin de l'année en P2P. En France, la logique, vraiment la logique des banques françaises, c'est de remplacer Paylib par Wiro. Donc vous avez dû voir, pour certains d'entre vous, disparaître le service Paylib pour qu'il soit remplacé par le service Wiro dans vos applications. Donc voilà, ça se développe, ça se déploie. Va arriver progressivement, avec des premiers MVP sur la fin de l'année 2025, le paiement en e-commerce, avec un déploiement vraiment fort en 2026. Et puis est annoncé plus loin et prévu le paiement en magasin, ce qui s'appelle POS. Une des caractéristiques aussi, donc ça on est plutôt sur 2027, il n'y a pas de ma connaissance de planning très précis. Un des points, donc Wiro, effectivement, une application mobile et aujourd'hui un usage de QR code, ce qui est quand même une nouveauté pour un paysage européen. Hein, le QR code, autant Hervé m'a raconté ses derniers passages en Chine et son émerveillement sur le QR code. Bon voilà, en Europe, ça arrive avec Wiro. C'était les tribulations d'un consultant en Chine. Exactement. Donc voilà pour la partie entre guillemets paiement de particuliers. Pour le new normal des particuliers, les entreprises dans tout ça, Hervé. Alors peut-être pour les entreprises, on a essayé de réfléchir à non pas avantages et inconvénients, mais plutôt avantages et points d'attention. Car je n'ai pas trouvé d'inconvénients, mais j'ai trouvé quand même des points d'attention. La première idée, le premier avantage, c'est que vous interrogez n'importe quel bénéficiaire, un salarié, un fournisseur, vous lui dites si le virement arrive sur ton compte le jour et à l'heure qui t'ont été communiqués par ton client qui te règle ou par ton patron qui te paye, est-ce que tu trouves ça bien? Je n'ai entendu personne me dire non, je préfère avoir une incertitude. Donc, il est de manière évidente, et c'est un avantage pour le bénéficiaire. C'est un avantage pour le bénéficiaire, et puis, on le verra, c'est un avantage potentiellement pour le trésorier. Mais on va revenir maintenant sur les points d'attention de cette première partie. Je le dis, je pense qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation, et puis il ne faut pas confondre instantané au sens où je suis présent au départ et l'arrivée se fait quelques secondes plus tard, mais plutôt bien distinguer dans l'instantanéité deux choses. La première, c'est le crédit à date et heure fixe, et ça c'est bon pour le bénéficiaire. Et la deuxième, c'est la possibilité pour tous les acteurs de faire le travail qu'ils ont à faire. Et donc, idéalement, pour les entreprises, on pourrait rêver d'un virement instantané qui serait non pas forcément instantané au sens où il est exécuté immédiatement dès que je le reçois de la part du banquier, mais on pourrait imaginer un virement instantané qui serait reçu la veille ou la veille, peu importe, comme on fait aujourd'hui pour tous les virements de salaire et de règlement de campagne fournisseur, mais simplement qui serait exécuté comme un virement instantané et qui donc serait crédité instantanément
aux bénéficiaires, qu'ils soient salariés ou fournisseurs. À une date et heure précise. À une date et heure précise. Et donc ça, c'est, à mon avis, la première utilisation, mais qui devrait être considérée de manière massive par les trésoriers. Ça demande évidemment à être bien compris avec la banque, à être bien discuté, et notamment, on sait très bien que qui dit virement instantané, donc utilisation d'un système temps réel, ça veut dire que tout le monde doit être là en même temps, personne ne doit être parti prendre un café, donc ça veut dire que l'informatique peut parfois nécessiter que l'on réessaye une deuxième fois, donc la question des retries, donc ça c'est le premier point. Et puis le deuxième point, il se peut aussi que pour une raison X ou Y, un paiement qui était dit instantané, finalement on n'arrive pas à le faire en instantané, mais on veut quand même le faire au mieux. Et donc, pour le faire au mieux, on fera un SCT standard. Et donc là, on a toute une partie contractualisation de l'utilisation du virement instantané pour les entreprises qui est un peu plus complexe et qui nécessite de se mettre d'accord sur un fonctionnement nominal, ordinaire, et puis un fonctionnement, disons, un peu dégradé, mais qui nécessite, voilà, il faut quand même prendre tout ça en compte. Donc ça, je crois que c'est le point important, mais une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, et les établissements bancaires sont tout à fait ouverts, enfin voilà, c'est pas un sujet, je pense que c'est quelque chose que tous les trésoriers devraient considérer, en tout cas pour les virements intra-européens, évidemment. Deuxième sujet, donc le trésorier est heureux parce que les encaissements sont plus rapides et les annonces sont plus certaines. Eh bien là, c'est évident que on est toujours intéressé à ce que les annonces soient certaines et puis que les encaissements soient plus rapides. Encore faut-il qu'on puisse utiliser la liquidité immédiatement. Ça veut dire qu'on doit développer ce qui va être probablement fait dans les années à venir. On doit développer donc du prêt-emprunt instantané, etc. Et puis la question de la prédictibilité, finalement, avoir une annonce au moment où le virement s'en va, quand il met 24 ou 48 heures, c'est intéressant. Quand il met 10 secondes, ça n'a strictement aucun intérêt. Mais on a la chance d'être dans un projet français d'abord et pan-européen ensuite, de facturation électronique. Et qui dit facture électronique dit on va repenser à tous les flux que l'on a autour de la facture et éventuellement des avis de paiement. Donc c'est un sujet sur lequel on travaille activement avec le Forum national de la facture électronique. On a un groupe de travail qui s'appelle Facture et Paiement et dont l'objet est tout simplement de réfléchir à la manière dont on va pouvoir transformer les avis de paiement pour qu'ils puissent devenir quelque chose d'utile, non seulement pour le lettrage des comptes clients, mais aussi pour les prévisions de trésorerie. Voilà, donc ça c'est le sujet fort qui nous intéresse. La verification of pays, on en a parlé, donc je ne vais pas revenir dessus, mais donc les défis pour les entreprises sont bien pris en compte. Le 9 octobre, c'est demain. Probablement que le démarrage va être un peu compliqué pour tout le monde, mais on y réfléchit de manière à faire en sorte que l'on ait vraiment une bonne solution qui permette de ne pas être obligé de faire opt-out, comme disent les Anglais, et donc de ne pas utiliser le service, ça serait dommage. Quant au self-care pour les entreprises, là, c'est un sujet qu'il faut aborder complètement différemment, et je ne vais même pas prendre le temps d'en parler ici, parce que tout le monde comprend bien qu'on ne peut pas avoir une interface en ligne sur chacune de ces banques pour aller modifier son plafond quand on est une entreprise multibancarisée et qui n'envoie que des fichiers. Voilà, peut-être pour ce qu'on peut dire autour des entreprises. Alors, je jette un œil au Q&A, à la question et réponse. Je vous trouve particulièrement discret, toutes les personnes qui sont présentes en ligne. Donc, n'hésitez pas à poser des questions qui seront relayées par Chloé. Voilà. Donc, dernier point qu'on souhaitait évoquer, Hervé. Donc, on voit bien les particuliers, on voit bien les entreprises. Pour faire Matching the World, comme on dit chez Oakland Utsit, il y a un acteur essentiel au milieu de la chaîne. Qu'est-ce qu'il en est pour lui? L'acteur essentiel de la chaîne, c'est le banquier. Donc le banquier que nous aimons tant, avec qui nous travaillons depuis fort longtemps, de manière, je veux dire, toujours aussi efficace. Pour le banquier, le passage du mode batch au mode instantané pose tout un tas de questions.
On parle de gestion de trésorerie pour les entreprises. Évidemment, les entreprises savent très bien que tous les banquiers ont des trésoriers et que les questions de liquidité, d'annonce, de prévision, etc., sont des questions qui sont partagées par les banquiers. Et donc, passer d'un système dont la normalité est d'être le batch, donc d'avoir du temps pour tout un tas d'opérations, y compris donc pour faire ses prévisions, passer à un mode où le new normal et l'instantanéité n'est pas simple. Et donc, on comprend bien, et je crois que c'est important, on l'a dit dans le micro-trottoir, que l'instantané n'était pas encore proposé immédiatement, etc., de manière par défaut, et on comprend bien que ça ne soit pas très simple. Et on comprend bien qu'on va avoir, on va dire que pour les entreprises, c'était passionnant, qu'il fallait le faire, mais oui, mais prenons le temps, avec les banquiers, de bien poser les avantages et les points d'attention, de manière à pouvoir bien avancer là-dessus. Donc la liquidité, et puis l'autre sujet pour les banquiers, question de rémunération. Dans une opération, il peut y avoir du float. Qui dit du float dit potentiellement une rémunération pour le banquier. Eh bien, donc, il y a un modèle économique à trouver, et de manière évidente, on ne peut pas dire, OK, demain, on rase gratuit, et en plus, et voilà, donc tout ça n'est pas possible. Et donc, pour que ça fonctionne bien, il faut que le modèle économique soit évidemment intéressant pour tout le monde. Donc, quand la commission dit, OK, demain, tout doit être gratuit, fine. Mais, tout au même prix. Oui, tout doit être au même prix, fine. Mais essayons de faire en sorte que le modèle économique ne fasse pas que certains acteurs se désintéressent d'un moyen de paiement qui présente des intérêts énormes pour les entreprises et les particuliers. Donc moi, je pense que ça, c'est un point très important. Bon, après, pour tout le reste, la lutte contre le blanchiment, etc., on l'a dit, ça ne se ferait pas de manière online, donc on est moins impacté. Mais quand même, plus on raccourcit les délais, et plus on est sensible aux questions de fraude et de lutte contre toutes sortes de criminalités financières, plus il est difficile de bien faire les deux. Et donc, on doit bien avoir ça en tête. La fraude se réjouit de l'aspect instantané, et notamment parce que qui dit instantané dit instinctif. Je reçois un mail de ma tati, justement, on en parlait tout à l'heure, je suis dans la guise, envoie-moi un virement en un clic en bas. C'est tati, et on a très envie de le faire. On est très content que les banquiers arrêtent un certain nombre de choses, et donc voilà, on va être très content de faire en sorte que ce virement instantané ne soit pas la porte ouverte à plus de fraude. Ah, effectivement, la question de Tati est importante. Si on regarde un peu le retour d'expérience des Anglais, donc 10 ans d'avance, Faster Payment, et donc eux sont très sensibles à ce qu'ils appellent les authorized push payments, on appelle plutôt des arnaques en France. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'effectivement, avec le virement instantané qu'on fait au travers de sa banque en ligne, on a systématiquement une authentification forte. Donc, on ne va pas avoir de fraude par vol de l'instrument de paiement, mais on va avoir une authentification forte. Donc, on va inciter l'utilisateur à faire un virement lui-même, mais vers un bénéficiaire qui n'est pas le bon. Et donc là, les Anglais ont effectivement aujourd'hui globalement sur la fraude, un montant de fraude en fraude sur les cartes bancaires, sur les cartes, équivalent à celui qu'ils ont sur les authorized push payment. Alors on pense beaucoup, parce qu'on a été sensibilisé à ça en France, à la fraude au président, mais finalement chez eux, ça représente quoi, 15% de la fraude. La fraude se concentre vraiment sur le particulier, avec tout un tas de fraudes classiques, romances, etc., qui ont été réinventées dans le cadre du virement de Faster Payment. Donc là, il y a des rapports assez intéressants, à tel point qu'il y a des obligations qui ont été mises en place, une législation pour obliger les banques à rembourser en cas d'arnaque. Et il y a même une consultation qui est en cours de la FCA pour pouvoir avoir une approche basée sur les risques, pour pouvoir geler les ordres si on a un doute sur la légitimité de l'ordre, malgré la verification of pays, malgré tout un tas de choses. Donc voilà, effectivement, tout n'est pas encore écrit sur le virement instantané, et on sera heureux de pouvoir en parler plus en détail avec vous. On sera heureux aussi que vous puissiez vous regarder plus en détail que ce qu'on a expliqué là au travers de notre Académie des paiements qui a maintenant un module sur l'ensemble des aspects de virement instantané et prélèvement. Et on va laisser peut-être maintenant Chloé nous partager les questions de l'auditoire.
Tout à fait. Merci Thierry et merci Hervé pour votre clarté ce matin. Petite précision, effectivement, le replay sera partagé donc, pour ceux qui n'ont pas pu se connecter en amont ou ceux qui doivent partir déjeuner. Nous vous enverrons donc le replay avec aussi des petites slides qui servaient de support ce matin. J'avais une première question pour vous d'Olivier qui disait: je suis sur File Act via SwiftNet. Est-ce que je peux bénéficier de l'instant payment, même si nous parlons de remise de masse, exemple les salaires? Donc ça, je pense que c'est plutôt pour Hervé. Oui, je vais prendre la question pour Olivier. Donc la réponse est oui. Et comme on l'a dit, c'est un projet qu'il faudra mettre en place avec ces différents banquiers. Pour faire court, ce n'est pas le fait d'utiliser FileAct, ce n'est pas le fait d'utiliser SwiftNet, c'est le fait d'utiliser dans le fichier XML ISO 20022 pain.001 la balise SCT inst à la place de la balise SCT normale. Voilà. Après, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le banquier qui va recevoir le fichier, évidemment, si vous envoyez 1 million de paiements à faire de manière instantanée, il va vous dire monsieur, vous êtes gentil, et le règlement a prévu le sujet en disant ok, on comprend bien ce que ça veut dire, on peut envoyer des fichiers, il peut y avoir beaucoup d'ordres, mais l'obligation du banquier n'est pas de faire le million dans les 10 secondes. C'est simplement de démarrer l'exécution à réception du fichier et puis de faire en sorte que pour chaque virement, à partir du moment où on a démarré son exécution, chaque virement individuel de votre remise, à partir du moment où on a démarré son exécution, là, on va avoir notre fameux délai d'une dizaine de secondes. Voilà. Donc, mais si votre fichier fait 1 million d'opérations, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à l'envoyer évidemment la veille et avoir bien contractualisé le service avec le banquier pour être sûr que tout ça se fasse rapidement, mais surtout sans aucune anicroche et que vos bénéficiaires reçoivent bien les fonds à la date et à l'heure à laquelle vous aviez souhaité qu'ils les reçoivent. Et quand on dit l'heure, l'avantage, c'est qu'on ne dit pas la seconde. Et donc, normalement, même pour 1 million, dans l'heure, ça devrait pouvoir se faire. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Donc, pas de problème, ça n'a, entre guillemets, pas d'incidence sur le canal utilisé, mais simplement, on comprend bien que l'instantanéité, dans ce cas-là, doit être vue plutôt du côté crédit du bénéficiaire, plutôt que l'instantanéité de la chaîne de bout en bout. Merci Hervé pour ta réponse. J'ai une question de Pierre-Louis. Est-ce que les fichiers de bande de virement pour effectuer des règlements en virement instantané auront un format différent au format de fichier actuel classique? Alors, je vais aussi prendre la réponse. Donc, je l'ai dit, il y a une balise qui change pour dire qu'on veut un niveau de service qui est du SCT INS plutôt que du SCT. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, si on veut préciser la date et heure d'exécution, il faut que l'on utilise la version dite 2019 du pain.001, donc le pain.001.001.09. Et donc, dans cette version 2019, la balise Requested Execution Date est passée du format date au format date time. Et donc, ça permet de spécifier non seulement la date, mais aussi l'heure d'exécution souhaitée. Voilà, donc c'est pas compliqué. Un qui nécessite rien, et l'autre, si on veut préciser l'heure, là pour le coup, oui, il faut changer de version entre guillemets, mais on a des très bons consultants chez Utsit qui font ça, mais comme qui rigolent. Merci Hervé. Une autre question de Vivien Landry. Bonjour, pouvez-vous préciser la différence entre l'initiation de paiement et le request to pay? Alors, donc, la finalité reste la même. La finalité, effectivement, c'est demander à quelqu'un de régler quelque chose. Donc, le request to pay, c'est aussi un scheme, le RTP est un scheme qui est organisé par le PC. C'est un scheme qui a la particularité de ne pas être un scheme de paiement, c'est-à-dire que c'est de la messagerie, et c'est le fait d'envoyer un message à un destinataire lui disant je voudrais que tu me règles tel montant, et le destinataire, donc celui qui doit payer, il a la capacité de répondre et de dire ok, je vais payer, ou ok, je vais payer, je vais te payer tout de suite, je vais te payer comme c'est demandé dans 3 jours, ou non, je ne vais pas te payer,
et tu me proposes que je puisse payer par virement, par carte, par prélèvement, et ben, je vais payer plutôt en utilisant tel moyen de paiement. Et puis après, donc ça c'est le RTP, et puis après, ben, il faut que celui qui doit payer exécute effectivement le paiement, mais il n'y a pas de lien entre les deux. L'initiation de paiement, c'est un petit peu différent. Donc l'initiation de paiement, ça peut être utilisé par des commerçants, par exemple, qui veulent proposer à des clients de régler des montants importants, donc qui ne fonctionnent pas par carte. Et dans ces cas-là, le commerçant, en s'appuyant sur un acteur qui gère de l'initiation de paiement, donc un acteur régulé, va permettre de mettre à disposition un lien qui va permettre aux payeurs d'aller initier au travers de sa banque en ligne vraiment un virement. Donc là, on est vraiment sur l'opération de paiement en elle-même. Donc, je dirais les deux grandes différences fondamentales. Request to Pay, c'est de la messagerie et c'est plutôt de l'information. L'initiation de paiement, ça permet vraiment d'initier un paiement. Et les deux fonctionnent très bien ensemble. Oui, et les deux peuvent fonctionner ensemble, effectivement. Merci Thierry pour ta clarté. J'ai une question de Tiffen. Est-ce que la verification of payee concernera également les fichiers de prélèvement SDD ou cela concerne uniquement les fichiers SCT ou SCT Instant? Alors, réglementairement, donc ce qu'on appelle verification of payee, c'est le service réglementaire. Donc ça ne concerne que les virements, mais tous les virements. Alors, donc, le virement instantané ou pas instantané, ça ne concerne pas les prélèvements. Après, faire une bonne vérification de l'adéquation entre l'IBAN et le titulaire du compte, quel que soit le paiement que l'on va faire, évidemment, on va l'utiliser. J'espère que j'ai répondu à la question de Tiffen. J'ai vu un pouce se lever, je ne sais pas si c'est Tiffen qui a levé son pouce ou quelqu'un d'autre. Merci Hervé. Je pense qu'on va prendre une dernière question parce qu'on est sur la toute fin de l'heure. Donc, de Béatrice, quelle est la maturité des logiciels de trésorerie, notamment des éditeurs, pour traiter des fichiers de virement instantané? Eh bien, c'est une question qu'il faut leur poser. Et je vous invite à leur poser. Et je vous invite à tous les clients à aller poser la question et à vos banquiers et à vos éditeurs en disant « Je suis intéressé, comment ça fonctionne avec vous? Est-ce que pour l'éditeur, est-ce que vous avez déjà juste le switch qui permet de passer de instant de normal à instant? Est-ce que vous avez déjà prévu la version 2019 qui me permettra de spécifier la date et heure? Et puis côté banque, est-ce que vous avez un service à me proposer qui me permet d'envoyer à l'avance un fichier de virement et que vous allez exécuter comme un virement instantané? Et là, je peux vous dire qu'il y a déjà beaucoup de banques qui le font, et tant mieux, c'est un service qui fonctionne. J'espère, Béatrice, avoir répondu à la question et surtout vous inciter à aller prendre votre bâton de pèlerin pour aller voir les éditeurs. Ils seront tous à l'univers SwiftNet. C'est le 27 mai, et donc c'est vraiment un bon moment si vous voulez leur poser la question directe. Merci Hervé. Thierry, Hervé, pour clôturer ce webinaire, il me semble que vous aviez un dernier mot. On avait un dernier mot. Qu'est-ce qu'on avait prévu? On avait prévu de dire que, effectivement, l'Outline Academy, qui permet de comprendre dans le détail, qui permet de mieux comprendre comment fonctionnent les différents systèmes de paiement, avec en particulier, effectivement, des modules sur la maîtrise des prélèvements, des virements SEPA, virements classiques, virements instantanés, un tout nouveau module EPI, Wiro, les bases, et le P2P, de nombreux modules sur la carte, et puis des modules qui vont arriver sur la sécurité des paiements avec les CISS, les impayés commerciaux. Donc voilà, on sera ravis de vous accueillir sur cette académie. On avait mis nos QR codes pour nous trouver sur LinkedIn, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à nous poser. On a été ravis de vous éclairer, on espère, aujourd'hui. À très bientôt. Merci Thierry, c'est la fin de notre émission. Nous vous remercions de nous avoir écoutés.